Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur IMmedia. Avec nous aujourd'hui, le thérapeute, psychanalyste transgénérationnel, Cédric Aupetit. Cédric, bonjour à toi. Bonjour Laurent. On rappelle tout de suite pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus ton site internet ainsi que ton numéro de téléphone, unpsychiparle.org, unpsychiparle tout attaché.org et son numéro de téléphone que voici, le 06 30 33 45 96. Cédric, avant d'aborder à proprement parler ta pratique, j'aimerais qu'on puisse développer un petit peu ton parcours, ton chemin de vie. Mais même avant cela, de voir ce qu'est la psychanalyse transgénérationnelle. À savoir qu'il y a différentes psychanalyses, freudienne, jungienne, lacanienne, etc., qu'elle est enseignée à l'université. Avant de te rencontrer, je ne savais pas qu'il y avait une branche psychanalyse transgénérationnelle. Je pensais que cela était surtout attribué à toutes les thérapies qui nous viennent d'Amérique, justement avec cette vision holistique, corps, âme, esprit, donc tout ce qui a trait à la psyché humaine, mais vraiment avec cette vision holographique. Et j'ai été étonné en te rencontrant d'apprendre que cette psychanalyse transgénérationnelle était enseignée à l'université. Alors elle n'est pas enseignée à l'université à ma connaissance, Ah, mince. mais c'est pas grave. Mais par contre, parmi les fondamentaux en psychanalyse transgénérationnelle, le courant français est important, D'accord. notamment à travers Didier Dumas ou Françoise Dolto. Et Freud, dans ses dernières heures, en a parlé un petit peu. Ah bon? Il ne l'a pas nommé comme ça, mais il parlait effectivement de la possibilité que l'histoire familiale est une action chez la personne. D'accord. Lorsque tu fais référence justement à Françoise Dolto, alors cette femme a été touche à tout, elle a ouvert des portes gigantesques, notamment pour les enfants, sur l'éducation, mais pas seulement. Je ne savais pas qu'elle avait posé les bases justement du transgénérationnel au regard de la psychanalyse, bien évidemment. Ça fait combien de temps maintenant que tu as appris l'existence de la psychanalyse transgénérationnelle? 20 ans, 20 ans? une vingtaine d'années, oui. Et donc, tu as commencé à travailler sur toi à travers la psychanalyse transgénérationnelle avant de pouvoir, à ton tour, ouvrir un cabinet et puis te... Exactement. Avant la psychanalyse transgénérationnelle, en fait, j'avais d'abord rencontré la psychogénéalogie, qui n'est pas tout à fait la même chose. Ah ouais? Donc, tu montes ton arbre généalogique, tu regardes quels sont tes parents, leur date de naissance, leur date de mariage, les répétitions dans leur vie. Tu fais la même chose pour tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Tu montes ton arbre comme ça en ligne directe avec les fratries, et puis tu regardes quelles sont les répétitions de dates, de lieux, de maladies, Des prénoms? de prénoms, c'est important aussi, bien sûr. Euh, D'ailleurs, j'ai pu voir dans une enquête journalistique, là, récemment, qu'il y a de plus en plus de Français qui, notamment grâce à Internet, souhaitent réaliser leur arbre généalogique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne? Oui, oui. Ça m'étonne et puis en même temps je trouve ça fort sympathique parce que c'est une manière de se réapproprier son histoire. On nous parle beaucoup de l'histoire, de la grande histoire, mais c'est pas forcément notre histoire, c'est l'histoire collective. Et de te réapproprier ton histoire, ça permet de un peu mieux savoir d'où tu viens pour un peu mieux savoir où tu vas. Pour ce qui est des fondamentaux, comment tu décrirais la distinction, la différence ou les différences qu'il y a entre la psychanalyse transgénérationnelle et puis les autres? Je ne sais pas dans quelle mesure tu les connais, hein, quand on parle de freudienne, lacanienne, enfin les différents courants qui existent. Quelle serait pour toi la caractéristique ou les caractéristiques particulières de la psychanalyse transgénérationnelle? Je vais plutôt te parler des caractéristiques, Ouais. parce qu'en fait c'est des outils théoriques qui sont un peu différents. Je vais commencer par les caractéristiques communes, parce qu'il y a quand même la psychanalyse transgénérationnelle s'inscrit dans le courant psychanalytique, et à mon sens en fait partie. D'abord la première chose c'est le transfert, ça c'est l'outil primordial. La deuxième chose, l'écoute, l'accueil bienveillant et la parole. La mise en mots de ce que la personne que j'accompagne agit, ou de ce qui agit à travers elle. Ça c'est pour les points communs. Pour les points différents, en fait, c'est des outils théoriques qui sont des manières différentes de penser. L'Oedipe, par exemple, de penser la construction individuelle. En psychanalyse transgénérationnelle, l'individu est le fruit d'un système familial. En psychanalyse classique, pas toujours. On est la production de la rencontre d'un père et d'une mère, mais pas d'une lignée maternelle ou d'une lignée paternelle. Donc c'est des choses qui sont un peu différentes.
On pense différemment la manière de poser l'enfant dans son histoire familiale. C'est-à-dire qu'en psychanalyse classique, souvent on a tendance à penser que l'enfant, enfin que l'adulte qui vient consulter, et donc que l'enfant en lui exprime des douleurs, des blessures, des attentes, des manques en rapport à ses parents. En psychanalyse transgénérationnelle, on considère en fait que souvent les parents ont une dette inconsciente qu'ils n'arrivent pas à gérer et qu'ils transmettent à leur lignée, à leurs enfants quand ils sont parents, à leurs petits-enfants quand ils sont grands-parents, de la même manière que leurs propres parents ont fait ça avec eux. Ouais, on transmet la patate chaude, Oui. si je puis dire, et l'enfant est le récipiendaire pour justement pouvoir, pour les parents, éliminer un trauma, Tout à fait. un non-dit, quelque chose d'inconscient, et que l'enfant en soit le récipiendaire et qu'il puisse lui-même travailler pour alléger, entre guillemets, la charge, voire l'annuler totalement. Travailler, ça c'est quand tu prends conscience. C'est-à-dire c'est quand tu as la chance, entre guillemets, de prendre conscience qu'il y a un souci. Alors souvent tu t'en rends compte parce que tu t'aperçois que dans ta vie, tu as des mécanismes que tu répètes. Par exemple, tu étais avec une femme qui s'appelle Laurence, tu la quittes, tu te mets avec une Lorraine, tu la quittes et tu te mets avec une Mélanie, voilà, tu la quittes, il y a beaucoup de L. Si tu as une mère qui s'appelle, je sais pas moi, qui a un autre prénom avec un L, tu peux te dire qu'il y a quelque chose par rapport à ta mère. Voilà, par exemple. Simplement, tu t'en rends pas compte comme ça par toi-même. En général, il faut aller consulter pour te rendre compte de choses comme ça. Mais tu te rends compte en tout cas que dans ta vie, il y a des choses qui se répètent. Ou en termes de date, ou en termes de lieu, où tu te dis, tiens, là, c'est mon frère ou ma sœur est en train de répéter un truc que mon oncle, ma tante, ou mes grands-parents, ou mes parents, nos parents ont fait. Tiens, c'est curieux. Tu es aussi onirologue, c'est-à-dire que tu fais l'analyse des rêves. Oui. Et tu pratiques aussi l'énéagramme. Alors, l'énéagramme, non, le génosociogramme. L'énéagramme. Oh, excuse-moi. En fait, c'est un nom compliqué pour dire monter son arbre généalogique. L'arbre généalogique, souvent, c'est pour connaître tes ancêtres et tes lignées, ton origine. Et c'est pas tellement un outil qu'on utilise en psychanalyse transgénérationnelle, même si c'est la même base. Le génosociogramme consiste non seulement à aller regarder qui sont tes ancêtres, leur date de naissance, leur date de décès, leur date de mariage, leur prénom, leur date de divorce, de séparation, de maladie, et ainsi de suite, enfin les événements marquants, et de regarder ce qui s'est passé et ce qui se dit, mais surtout les génosociogramme, c'est de permettre de comprendre quelle est l'histoire sous-jacente derrière l'histoire factuelle. Wow. Donc il s'agit vraiment d'une enquête à proprement parler, Ouais. essayer de pouvoir mettre bout à bout des différents éléments, des indices, de façon à reconstruire une version plus profonde, cachée, mystique. Plus juste. Il n'y a pas de mysticisme, là on est dans des choses extrêmement justes. Si tu as par exemple une arrière-grand-mère, donc on est dans la 4e génération, tu es une femme, on va dire que tu es une femme, tu as une arrière-grand-mère à la 4e génération qui a perdu un enfant suite à une fausse couche et puis qui est morte, par exemple, et qui avait déjà 2 enfants avec. T'imagines bien que si ces enfants sont orphelins de mère en bas âge, ça aura des conséquences sur leur propre manière à eux d'être parents. Et donc ça aura des conséquences aussi sur la génération suivante, c'est-à-dire sur tes propres parents et sur toi. Donc en fait c'est ça dans un génosociogramme qu'on repère et ce vers quoi on va essayer de comprendre quel est le sens de cette perte-là dans l'exemple que je viens de te donner d'une mère. Dans un arbre généalogique classique, tu dis juste eh bien mon arrière-grand-mère est morte à telle date, voilà, point. Tu ne cherches pas forcément à en tirer des conclusions, tu es plus proche des faits, mais sans forcément chercher à en connaître la signification. Oui, et quand je parlais de mystique, en fait, je vais te dire pourquoi, et peut-être que le mot effectivement n'est pas approprié. Il y avait la notion de mystère et de mettre en lumière des événements, synchronicité. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, dans nos arbres généalogiques, de voir si un de nos aïeux n'avait pas le même prénom, la même date de naissance, ou qu'on aurait notre date de naissance en corrélation avec la date de décès, arrive, ou date de mariage de ses parents, bien sûr. Par exemple. Bref, qui n'ont rien de prime abord, de raisonnable, enfin, du domaine qui s'attache à la raison. On voit ça, on se dit oui, une coïncidence. Est-ce pour autant qu'on doit en tirer des conclusions, etc. Voilà, c'est tous ces éléments-là que je mettais derrière le côté mystère. Avec effectivement des synchronicités, des événements ou des éléments qui se rattacheraient plus
de ce que j'en connais en tout cas, la vision qu'avait Carl Gustav Jung, de cette vision de l'inconscient collectif, de l'inconscient familial, et de voir que finalement tout est lié. Mais on va y revenir beaucoup plus en profondeur durant cette émission. Ce qui m'intéresserait, bien évidemment, c'est de comprendre comment un homme, en l'occurrence toi, est amené, sur quand tu étais jeune, à découvrir cette pratique. Personnellement, je connaissais la psychogénéalogie, mais je ne connaissais pas la psychanalyse Moi non plus, transgénérationnelle. Donc voilà, je me dis, bon, bah, comment est-ce que tu as pu découvrir ça? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Et pourquoi avoir décidé d'utiliser cet outil alors qu'aujourd'hui, d'un point de vue thérapeutique, il en existe pléthore sur le marché, j'allais dire. Donc j'en viens à me dire, si tu as choisi cette branche, c'est qu'il y a eu quelque chose en toi qui s'est passé d'important pour que tu choisisses cette voie qui te parle bien évidemment plus que d'autres, et de peut-être mettre en perspective comment cela t'a permis de résoudre tes propres schémas répétitifs, bien évidemment. Alors, comment, j'allais dire, commence l'histoire? L'histoire commence tout simplement, c'est le lieu où des questionnements personnels rejoignent des rencontres. J'ai toujours été motivé par l'idée, alors d'où ça vient, ça j'en sais rien, hein. Après il faut peut-être faire appel à autre chose, mais je ne peux pas te répondre là, à cet endroit-là, de comprendre le monde. Moi c'était un truc fondamental, je pense que l'une des premières questions que je me suis posée gamin, c'est comment ça marche. Et cette question-là m'a toujours préoccupé. Et petit à petit, en fait, il y a des éléments qui sont apparus, des gens qui sont arrivés sur mon chemin et qui m'ont dit, je ne sais pas si on peut te dire comment fonctionne le monde, mais en tout cas, par rapport à ta question-là, il y a peut-être ça qu'il faut que tu regardes. Et ça, le déclic, en fait, ça a commencé quand j'ai travaillé pour une chaîne de télévision pour les enfants. Et je me disais, mais comment les enfants font-ils pour me poser des questions extrêmement personnelles, extrêmement précises, sans me connaître, et vous attendre une réponse précise. Et quand je les voyais sourire aux réponses que je donnais, je me disais, là je suis juste avec moi-même, et en fait j'ai un sourire. Et quand je répondais à côté, je voyais que ça allait pas. Donc je me disais, bon, il y a un truc. Je suis allé voir un psychanalyste pour enfants, spécialisé dans le domaine, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et il me dit, les enfants sont télépathes. Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent être dans votre tête et en même temps dans la leur. Si vous leur dites ce que vous faites, et si vous faites ce que vous dites, alors c'est aligné et tout est juste. Ok. Et quand je commençais à lui poser d'autres questions sur... il m'a dit dedans, c'est comme ça qu'on apprend à connaître le monde en fait, en allant voir dans la tête de nos parents ce qui s'y passe, ou ainsi de suite. Oui. Mais si s'y passe des trucs pas cool, ça veut dire qu'on apprend à connaître le monde de manière pas cool? Oui. Vous pouvez m'apprendre? Non. Mais par contre, si vous posez la question, je peux vous amener à comprendre des choses pour vous. Ça a commencé comme ça. Donc tu as fait ta propre psychanalyse. Il faisait de la psychanalyse transgénérationnelle. Voilà. Son nom, c'était Didier Dumas. Il avait monté une association à l'époque qui s'appelle toujours d'ailleurs, le Jardin d'idées. Et c'est avec lui que je vais rencontrer la psychanalyse transgénérationnelle, entre autres, parce qu'il n'a pas fait que ça. Quand il te dit que les enfants sont télépathes, c'est-à-dire toi et moi avant, hein. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tu nous disais en début de l'interview que ça fait 20 ans que tu connais la psychanalyse transgénérationnelle. Mm-hmm. Donc, tu dois avoir la quarantaine. C'est ça. Donc, quand tu découvres ça et que tu as une vingtaine d'années, l'enfant, c'est pas si loin derrière. Quand il te dit que les enfants sont télépathes, est-ce que c'est une révélation ou est-ce que t'avais oublié? C'est quoi le truc? C'est une personne qui m'a aidé à mettre des mots sur beaucoup de choses que je ressentais et que je n'arrivais pas à nommer. D'accord. Et il a fait ça pour ce mécanisme-là, entre autres, mais pour plein d'autres choses. Et aujourd'hui, mon métier consiste à nommer ce que les gens ressentent déjà. Quand on parle d'intuition ou de ressenti, souvent le plus difficile, ou on peut avoir des images aussi, souvent le plus difficile, c'est d'arriver à nommer, c'est-à-dire arriver à pouvoir se séparer de ce qu'on le ressent pour le faire sien. Oui, d'accord. Oui, je comprends. En être spectateur quelque part. Tout à fait. Observateur. Observateur, ouais, c'est mieux. Ouais. Alors donc un autre élément, est-ce que Didier Dumas a eu l'occasion de te dire vers quel âge justement
cette faculté qu'on a tous gamins s'efface petit à petit ou bon, j'imagine que ce que je dis reste dans le domaine de la généralité. Oui. Peut-être, comme tu viens de le dire à l'instant, qu'on est tous justement télépathes, puisqu'on est à l'écoute de nos ressentis, mais plus ou moins voilés via des traumas, via des conditionnements, via notre culture, nos parents, l'éducation, la société, etc. Donc on a tous dans nos vies, de manière générale, eu des intuitions, on pense à quelqu'un, le téléphone sonne, c'est la personne en question, bref, ces fameuses synchronicités, coïncidences, chacun les appelle comme il veut. Déjà vu, prémonition. Par exemple. Donc, on peut penser, au regard de cela, que finalement, ce côté télépathe est encore là, chez l'adulte que nous sommes, plus ou moins endormi, selon les limites, les barrières que l'on a reçues ou qu'on s'est données. Comment Didier Dumas a pu peut-être te mettre en avant le fait que les enfants, à partir d'une période, d'une tranche d'âge, se coupent de ça, et pourquoi est-ce qu'on le fait? Il n'y a pas de moment clé dans la vie où tu peux te couper de ça. C'est surtout, comme tu l'as dit, en fonction de tes parents et la manière dont ça va être accueilli. Imagine, tu es un enfant, tu as 4, 5, 6, 7 ans, et tu poses des questions à tes parents et tes parents te répondent à côté. Ils te répondent à côté une fois. Pour te protéger? En général, Ou- c'est pour se protéger eux de la réponse. Genre quoi, par exemple, quand tu dis... Ça peut être des questions comment vous m'avez fait? D'accord. Voilà. Il y a une vie avant la vie? Des questions d'enfants relativement simples. Dis maman, c'est aujourd'hui, demain? Voilà. Qu'est-ce qu'on répond à ça quand on est adulte? En général, on répond de la même manière que nos parents nous ont répondu. Et c'est pas toujours la bonne information. Donc l'enfant, en fait, lui, intimement, il connaît la bonne information. Il a juste besoin qu'on la lui nomme. Ou je serai mort après ma mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Tu vois, plein de questions comme ça. Vraiment des questions d'enfants qu'on peut entendre. Mais tous assez les fondamentales jours, quand même, enfin fondamentales, importantes. bien Ouais. sûr, bien sûr. Maman, c'est quoi une zézette? Ou papa, c'est quoi une zézette? Il y a des parents qui ne savent pas répondre. Ou alors qui vont répondre pas tout à fait Avec en cohérence. nommant les Ouais. choses telles qu'elles sont. Quoi. Ouais, les enfants naissent dans les choux pour les garçons et roses dans les petites filles. Ouais, C'est une quand ils image sortent de la cigogne, simple, mais ouais. nos parents Oui, y ont par eu droit. exemple. Nos parents y ont eu droit. Alors nous, notamment grâce aux travaux de Françoise Dolto et suite à ses émissions sur France Inter qui ont duré quelques années, on y a moins le droit. On a le droit à d'autres trucs, mais on n'a plus le droit à ça. Et cette manière dont les parents vont répondre va littéralement structurer l'enfant dans ce qu'il peut dire et pas dire. Il y a des endroits où il va se comprendre, intégrer qu'en fait, en fonction de ses réponses, il peut blesser ses parents et pour lui, c'est juste impensable. Donc il va préférer se taire. Ou il y a des enfants, quand ils se lèvent le matin ou le soir avant d'aller se coucher, maman, il y a un fantôme sous mon lit. Alors, les parents mettent la lumière, montrent sous le lit de l'enfant, bah regarde, il n'y a rien. Et pour l'enfant, il y a vraiment un fantôme parce que lui, il a la capacité de les voir. Et petit à petit, il va modeler son regard, il va modeler sa manière de penser le monde, sa manière de parler, de la même manière que ses parents voient, pensent le monde et parlent. D'accord. Lorsque justement un adulte se structure comme ça et quelque part oblitère ses perceptions, ses ressentis que tu nous disais, l'enfant, il sait, il a juste besoin que l'adulte mette en mots Ouais. ou valide son ressenti en fait. C'est compliqué d'intégrer que l'enfant sait tout et voit tout. Aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui nous montrent ça, c'est qu'en fait, nous adultes, on a un champ de vision à 180 degrés. L'enfant, il semblerait qu'il ait un champ de vision beaucoup plus rétréci. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il voit là sur les côtés? Et bien en fait, ce qu'il voit sur les côtés, c'est l'autre réalité. Je ne sais pas trop comment le nommer autrement, c'est-à-dire qu'il voit peut-être ce qu'on voit quand on prend des drogues, j'en sais rien, mais en tout cas, il voit des présences que nous, on ne voit pas, parce qu'on a appris à ne plus les voir. Quand je dis qu'on a appris, c'est qu'en fait, on a copié le regard de nos parents pour apprendre à voir. On a copié la manière de parler, on a copié la manière de penser, la manière d'agir. Et une bonne partie du travail adulte consiste, pour devenir adulte, consiste à retrouver cette manière de ressentir et de voir enfant. C'est-à-dire de retrouver ce que l'on savait déjà en arrivant. Mais en fait, tu nous dis que l'enfant
ne peut pas, entre guillemets, faire de mal à ses parents. Il y a un côté impensable pour lui, et notamment, on peut penser que l'enfant est obligé de se mouler dans l'incohérence ou la cohérence des parents. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ça, un enfant ne peut pas être autonome, manger, boire, autre. Il le fait en mode survie, en fait. Il est nourri, logé, blanchi par des parents dont il dépend, littéralement. C'est-à-dire que pour lui, il y a un risque à aller confronter ses parents. Et pour ne pas les confronter, il se moule. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça peut engendrer comme mécanisme chez tout à chacun. Sans pour autant parler de moi, ce que j'ai pu noter en étant enfant, c'est de voir justement l'incohérence de ce monde d'adulte et de ne pas le comprendre, en fait. C'est-à-dire que puisqu'on ressent ça, on s'attend à avoir des câlins ou que sais-je, et puis en fait, ça sera de l'autre côté une punition, une claque sur les fesses, à l'époque en tout cas, ce genre de choses, sans pour autant qu'il y ait dans l'esprit de l'enfant une justification. C'est pas normal. Donc comment créer un autre univers, un autre mode de langage qui permette à l'enfant de vivre dans, entre guillemets, un monde incohérent? C'est extrêmement difficile, non? Je t'interromps, excuse-moi, mais je fais la différence entre les adultes et les grandes personnes, pour paraphraser Jacques Brel. C'est qu'un adulte est cohérent. Une grande personne, pas forcément. Je ne sais pas si tu perçois bien la différence. Tout à fait. Ok. Être adulte, donc il y a beaucoup de... Être adulte, c'est être cohérent. C'est dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Alors il y a beaucoup de grandes personnes qui ne sont pas du tout adultes, voire même l'humanité en général, quand on voit où on en est. Donc je comprends mieux ce que tu veux dire. Si tu es un adulte, tu n'es pas une grande personne. Une grande personne, c'est un enfant souvent blessé qui a grandi et qui cherche à se mouler par rapport à des cadres. Il retrouve, en fait, tout à l'heure je t'ai dit mouler, la manière dont l'enfant se moule dans un système familial. La grande personne se moule dans un système social. Ouais, c'est vraiment ça. Et l'enfant, lui, et de la même manière l'adulte, on va le retrouver, c'est un petit mécanisme relativement simple. Il ne va pas dire « c'est mes parents qui déconnent » parce qu'il est incapable de penser ça. Lui, face à lui, il a deux figures tutélaires qui disent la pluie et le beau temps, et si les parents disent soleil, l'enfant il voit bien que c'est pas le soleil, c'est autre chose, mais il va dire bon bah s'il voit soleil, c'est que ça c'est soleil. Donc il va apprendre à voir la lune comme le soleil. Et il va se dire si mes parents à la place de la lune voient le soleil, c'est de ma faute. Et là tu as tous les mécanismes de culpabilité qui viennent commencer à s'imprimer, que tu vas rejouer ensuite, quand je dis tu, c'est qu'on va rejouer, ensuite adulte dans le monde social, dans le monde professionnel, avec sa famille, avec ses amis. Comment bon nombre de personnes peuvent suivre une thérapie sans pour autant décider de devenir thérapeute? Tu nous dis que tu travailles dans le monde de la télé, notamment pour des émissions pour les enfants. Tu te poses des questions par rapport à la manière dont fonctionnent les enfants. Tu vas voir justement Didier Dumas. Ce dernier t'interpelle à travers ses réponses. Et vu que tu es déjà en quête de comment fonctionne le monde, tu décides d'approfondir. Alors, est-ce à dire que tu restes dans un cadre hors thérapie par rapport aux questions que tu te poses, ou forcément les questions que tu te poses ne peuvent être dites vis-à-vis de Didier Dumas que dans un cadre thérapeutique? Les questions que je me pose, d'abord c'est moi qui me les pose. Alors ensuite je me les posais à moi-même. Toutes les questions qu'on se pose, on se les pose d'abord à soi-même. C'est sûr. Il s'avère que j'ai rencontré une personne en la personne de Didier Dumas qui m'a permis d'aller chercher mes propres réponses. L'une des parties bénéfiques d'aller consulter, c'est que tu peux trouver un miroir en face de toi. Donc quelqu'un qui va t'aider à voir ce qu'il y a déjà en toi. Un révélateur. Donc ça, il a fait le taf. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, que j'ai réussi, enfin en tout cas, que les conditions se sont créées aussi, parce qu'il y a une partie où il y a des choses qui se passent, tu ne sais pas forcément ce qui se passe ni comment les choses arrivent. Voilà, mais tu vois qu'il y a une évolution qui se fait et que des ouvertures se font, que des choses anciennes s'effacent, disparaissent. Des processus de deuil qui sont à faire, qui sont indispensables à faire. Et puis tu as d'autres choses qui arrivent une fois que l'hiver est passé. Bizarrement, c'est le printemps. C'est des cycles assez naturels. Et là, j'ai rencontré d'autres choses. Et puis, par rapport aux médias, en fait, ce que me proposait Didier Dumas, c'était vachement plus nourrissant. Une personne qui me parlait de la sexualité taoïste, qui me parlait des traditions chamaniques, qui m'expliquait comment
Justement, tu parlais du génosociogramme tout à l'heure, enfin moi je t'en parlais, ou de l'arbre généalogique. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les traditions humaines. Un taoïste ou un bouddhiste aujourd'hui fait son arbre généalogique sur le chemin de l'éveil. Dans certains pays, dans certaines cultures, si tu vas dans les pays du Maghreb par exemple, quand les gens se présentent, ils vont se dire bonjour, je suis un tel, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Donc ils te donnent une partie de leur généalogie, de leur lignée. Nous aujourd'hui on l'a un peu dans le patronyme, même si c'est quelque chose qui a tendance, en tout cas il y a des choses comme ça qui viendraient peut-être à changer, puisqu'il est possible maintenant pour les enfants de les nommer à la fois du patronyme du père et du patronyme de la mère. Voilà, alors ça aura probablement des conséquences sur l'enfant, mais nous en France en tout cas on a encore ce lignage-là. Et pour toi, que revêt l'importance justement de ces lignées ou de pouvoir la mettre sur papier, de faire son arbre généalogique. Si je te pose la question, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas leurs parents, qui ont été abandonnés, voire qui ont été adoptés, venant de pays étrangers, élevés dans une culture française, et sans pour autant peut-être, je n'en sais rien, connaître leurs aïeux dans leur pays d'origine. Dans leur famille d'accueil, ça se passe bien, ils vivent une vie tout à fait normale, entre guillemets. Donc voilà, c'est des exemples un peu bateaux que je te donne, mais qu'est-ce que ça implique pour ce genre de personnes de ne pas être en connexion avec finalement quels étaient mes aïeux dans tel pays, je ne sais pas, parce que j'étais adopté, parents inconnus. Qu'est-ce que ça implique pour ces personnes-là, par exemple? C'est une question de place, le plus souvent. Alors, il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui étaient dans cette situation-là, des enfants adoptés ou même des personnes nées sous X, et de s'apercevoir en fait que c'est le mécanisme dont je te parlais tout à l'heure, en fait, c'est que l'enfant se moule dans le système familial dans lequel il arrive. Donc, la première chose qu'il va commencer à faire, c'est copier les structures psychiques. Alors, on parlait des parents tout à l'heure, donc c'est des parents ou des représentants parentaux. Le mécanisme est exactement le même. Et puis dans les cas où il nous est arrivé avec les personnes que j'accompagne de trouver leurs origines, on s'est aperçu que les structures familiales de la famille d'accueil étaient identiques. Ça c'est un truc un peu surprenant aux structures familiales des familles qui ont abandonné l'enfant. Alors abandonné, vendu, des fois on trouve des cas de figure un peu particuliers. Et en quoi c'est identique puisqu'on a une qui adopte et l'autre qui Oui, mais c'est... abandonne. Imagine un instant que ce soit l'enfant qui choisisse la famille d'adoption. Dans ces cas-là, on peut imaginer qu'il se choisisse une famille d'adoption qui correspond qui a la même histoire, la même charge transgénérationnelle, les mêmes dettes, les mêmes mécanismes que la famille d'origine. En tout cas, moi, c'est ce qui m'était donné de constater aujourd'hui. Quand tu dis constater, valider, au regard de ce qu'on t'avait enseigné, parce que j'imagine au regard de thérapie et de personnes que j'ai accompagnées. D'accord. Donc, par exemple, là, il disait Dumas, durant ton cursus, ce côté-là avait été abordé, mais en tout cas, il n'avait pas été fait mention de ce que tu viens de nous dire, que tu as vu empiriquement, tu as constaté ça, toi. Exactement. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc, ça impliquerait, ou ça rejoindrait quoi quand je dis quoi? Je te dis ce que je pense, je l'exprime. Je pense tout de suite à l'inconscient collectif. Voire à l'inconscient familial. Là, moi, j'irais plutôt sur l'inconscient familial et l'inconscient personnel. Françoise Dolto disait « bébé est une personne ». Tu prends un bébé, a priori qui ne sait pas parler, tu vois, tu le prends la bébé de quelques mois et tu lui dis « tourne la tête à droite », il va tourner la tête à droite, tourne la tête à gauche, il va tourner la tête à gauche. Comment sait-il qu'on est en train de lui parler? Si tu considères que tu as affaire à un bébé avec l'image qu'on en a, c'est-à-dire juste voilà, une boîte à câlins ou une horreur, enfin ça dépend de quel parent tu es. Enfin, tu comprends pas. Si tu te dis bébé est une personne, ça veut dire qu'il a déjà tout en lui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et en nommant, tu lui donnes la possibilité d'intégrer ce qu'il sait déjà. Alors maintenant, de quelle manière l'enfant, le bébé ou l'enfant abandonné, vendu, cédé, choisit sa famille. Je t'ai parlé de télépathie tout à l'heure, voilà, de la télépathie de l'enfant vis-à-vis des parents. On a évoqué la télépathie des adultes, alors consciente ou inconsciente, mais elle peut agir aussi. Et donc il peut y avoir un choix.
d'inconscient à inconscient. Maintenant, de quelle manière ça se passe, comment, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui s'échange, j'en sais rien. A priori, ce que j'ai constaté en tout cas, ce qui s'échange, c'est des dettes et des mécanismes inconscients, familiaux, transgénérationnels. Pourquoi est-ce que, encore une fois, tu as choisi cette voie-là? J'imagine, enfin, dans le milieu de la télé, on gagne bien sa vie, tu as la vingtaine, tu nous dis, oui, bah, j'ai commencé un travail sur moi, le monde dont parlait Didier Dumas, voilà, avait quelque chose de merveilleux, il répondait peut-être dans une certaine mesure aux questions fondamentales qu'on se pose. Je suis d'accord, hein, mais c'est pas pour autant que, à travers tout ce que j'ai pu moi découvrir personnellement, que j'ai choisi une voie comme la tienne qui serait thérapeutique ou autre. Enfin, c'est pas rien de choisir une voie où on va aider les autres par la suite à se trouver eux-mêmes. Où c'est fait pour toi le déclic dans ton cursus pour se dire ok, je me lance. Je t'ai parlé de rencontres. Quand une rencontre se passe bien, il y a des vibrations. Et à un moment, tu sens que c'est juste. Alors, c'est vrai il est vrai que j'étais dans un domaine d'activité tendance, plutôt cool pour l'ego, c'est sûr. entre autres. Et en même temps, j'étais arrivé aussi à un moment de ma vie où une question se posait, c'est est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse? Et l'un de mes moteurs, je t'ai dit que c'était comprendre le monde. J'ai décidé d'aller là où je me sentais porté. Et ça vibrait très fort. Je veux dire, la question ne s'est pas posée très longtemps. Enfin, des fois dans la vie, tu as des moments comme ça, des points d'inflexion, je ne sais pas trop comment dire, mais tu sens bien qu'il y a un choix à faire et que ce choix te propose un avant et un après. Alors tu peux décider de rester dans du connu. J'aime bien penser que l'inconnu, c'est ce qui est connu par l'un, et du coup qu'il n'y a pas forcément quelque chose de prédestiné, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais il y a quelque chose à découvrir de toi. Et j'y suis allé, ça s'est pas posé, je me suis pas posé longtemps la question, pas plus d'une semaine, je pense. Comment a réagi ta famille? Mal, très mal. Ce qui c'est plutôt bon signe pour moi. On peut retourner en rond? Non, pas du tout, parce que justement, en bossant dans les médias, en fait, et pour les enfants, j'avais entendu parler d'une phrase de Daniel Philippaki, qui dans les années 60 avait un magazine qui s'appelait SLC, Salut les copains, et il était une sorte de rédacteur en chef. Et il avait l'habitude de dire, si ça plaît aux parents, si on va faire un article ou une interview qui va plaire aux parents, alors éliminez-la, j'en veux pas. Et il y a un endroit où je trouve ça assez juste, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour plaire à ses parents, ni pour les déplaire d'ailleurs. On fait les choses pour soi. En tout cas, c'est l'endroit où moi j'avais envie d'aller, tu vois, de faire les choses pour moi. Et c'est ce que je trouve, tous les jours. Alors qu'il y a un endroit, il y a un moment, tu sens que c'est ta place. Il y a des choses, tu ne te poses plus la question une fois que tu as dit ok, c'est la direction que je prends, c'est terminé, quoi. C'est bon, c'est juste. Il y a d'autres éléments que tu as abordés sur ce que tu as laissé entreapercevoir Didier Dumas. Tu as parlé du chamanisme, je t'ai parlé du taoïsme. Taoïsme, justement, en même temps, avec le tantrisme en même temps. Bref. Sexualité alchimique taoïste, c'est exactement ce dont il était question. Oui. Donc ce que te fait part Didier Dumas était une certaine ouverture vers pas uniquement quelque chose de figé, de très européen, occidental, avec la psychanalyse, mais elle te laisse entrevoir des fenêtres sur d'autres univers, d'autres mondes. Complémentaires, en tout cas qui venaient comment je peux te dire, ouvrir le travail psychanalytique. Didier Dumas était un psychanalyste et un psychanalyste transgénérationnel. Il s'est formé aux écoles freudiennes et lacaniennes. Donc vraiment dans ce que notre culture occidentale a fait de mieux ou de pire, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une production de notre culture occidentale. Un homme très ouvert. Oui, mais comme Freud l'était. Freud, avant d'être un psychanalyste, en tout cas pour moi, c'est d'abord et avant tout un chercheur. C'est quelqu'un qui a repensé la sexualité, qui l'a remise au goût du jour. On est au début du XXe siècle. Il faut imaginer que c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a donné la possibilité, avec une direction scientifique, de poser la construction de l'individu et de la retranscrire d'une manière à ce que ses concitoyens et les hommes politiques et dirigeants de l'époque, ainsi que le corps médical, puissent l'entendre.
ce qui était loin d'être évident. Et Zélie Dumas était dans le prolongement de cette tradition psychanalytique-là, c'est-à-dire avant tout une démarche de recherche et d'ouverture, de dire on n'a pas compris une fois pour toutes, il faut aller voir ce qui s'est passé avant. Quand je te parle des taoïstes, l'origine des taoïstes, on est à plus de 4500 ans de mémoire avant Jésus-Christ. On est dans des traditions ancestrales. Quand je te parle de chamanisme, ça remonte à la nuit des temps. Voilà, donc comment enrichir une tradition, enfin tradition, c'est un bien grand mot, une pratique occidentale, moderne, parce que c'est quand même pas si vieux, un peu plus de 100 ans, et comment l'enrichir et comment l'enraciner, on parlait d'arbre généalogique, mais c'est ça aussi, comment l'enraciner dans des traditions ancestrales et essayer de créer des ponts, première chose, et puis de traduire aussi, parce qu'il y a des choses qui sont issues de ces traditions, soit taoïstes, soit chamaniques, qui pour notre civilisation occidentale sont juste incompréhensibles. Donc il faut qu'il y ait des gens qui traduisent. Et il a fait partie de ces gens-là. Et c'est ça que je voulais souligner, c'est finalement l'ouverture d'esprit en même temps qu'il t'a permis d'aborder. Certainement que tu l'avais déjà et qu'il y avait une résonance avec sa vision holistique, de faire des ponts entre différentes cultures, différentes approches de l'humain, voire de pouvoir répondre à des questions fondamentales. Oui, puis répondre chez moi à une curiosité insatiable. Oui, voilà, qui est déjà présente. Donc c'est génial d'avoir, je dirais, un mentor, et je ne dénigre pas du tout ce terme, qui puisse avoir une certaine aura pour t'éveiller davantage à ta soif d'apprendre, de connaissance de toi. Lorsque on parle de psychanalyse... Oui, puis c'est pas qu'apprendre dans la tête. Hein, oui. Parce que pour moi, j'en doute pas en même temps. Il y a une différence entre apprendre et connaître. Apprendre, c'est quand ça te reste dans le chou. C'est ce qu'on fait très bien dans nos écoles. Connaître, c'est quand on fait l'expérimentation. Voilà. Et lui, ce qu'il proposait, c'était une voie de connaissance. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et surtout une voie de connaissance de soi, à travers différents portails, différentes ouvertures. Lorsque on parle de psychanalyse, j'aimerais qu'on puisse en même temps abattre, s'il y a à abattre, tous les préjugés. On aurait tendance, parmi un des préjugés, parce qu'il y a différents courants, et c'est important de le souligner, que la psychanalyse, voilà, on est dans le divan, il y a le thérapeute qu'on ne voit pas, qui est derrière, et puis qui fait qui prend soi-disant des notes, et qui pose de temps en temps comme ça une question, et qui laisse donc le patient se raconter. Par rapport à ce cliché-là, qui peut être certainement vrai, mais c'était pour faire la distinction avec la psychanalyse transgénérationnelle, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique dans l'approche, dans le cabinet, avec le patient? Alors déjà, l'image dont tu te fais le témoin ou le relais est une image qui appartient grandement au passé. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui travaillent encore comme ça, et ça peut avoir son intérêt, vraiment. Donc, il n'y a aucune pratique à dénigrer. Je t'ai parlé tout à l'heure de rencontre. C'est que trouver un thérapeute, c'est d'abord une histoire de rencontre. C'est comment le courant passe, c'est comment on se sent accueilli. Ça, je pense que c'est la première chose. Comment on se sent écouté. C'est la deuxième chose qui me paraît fondamentale. Et comment la parole circule entre les deux. Donc il y a la parole. Pour moi, c'est indispensable. Un dialogue, non. Parce qu'on est dans une relation asymétrique. C'est-à-dire que la personne ne paye pas pour m'écouter pendant 1 heure, c'est 2 heures. C'est pour ça que je parle de dialogue. C'est pas un dialogue, il y a de la parole, ce qui n'est pas la même chose. Le dialogue, c'est quand toi et moi, par exemple, on interagit. Dit, deux, et on est deux dans le langage, dialogue. Là, pas du tout. Là, c'est d'abord la personne qui s'exprime, et puis moi qui lui donne les outils, ou ça dépend, donc ça dépend à quel moment, parfois c'est nécessaire. Et parfois ça ne l'est pas du tout. Il s'agit juste d'écrire. Ne serait-ce que dans tes questions, des questions peuvent orienter. C'est justement tout le travail d'accueillir dans une bienveillante neutralité. C'est qu'il n'est pas question de faire des questions qui soient orientantes. L'idée, c'est de faire des questions qui soient ouvrantes, qui accueillent, ou qui permettent à la personne de nommer quelque chose. Voilà. Moi, mon travail principal, là, c'est d'arriver à nommer ce que la personne vit. De lui dire, là en ce moment, ce que j'entends de la personne qui parle, j'entends le bébé, ou j'entends l'enfant, ou j'entends des récriminations vis-à-vis de votre mère, ou j'entends des récriminations qu'on vous a faites. Voilà. Une partie du travail personnel consiste à rendre
Alors soit à ses parents, soit à ses ancêtres. Dans la psychanalyse transgénérationnelle, c'est ce qu'on fait aussi, parce que quand je te disais que l'enfant intègre, il va littéralement copier dans la tête de ses représentants parentaux, ou de ses parents ce qu'il y a, les pleins comme les vides, il va le faire aussi avec ses grands-parents, c'est-à-dire que la personne soit morte ou vivante, comme il a la faculté de voir ce qui ne se voit pas pour les grandes personnes, il va aller chercher dans la tête des personnes de son arbre généalogique pour arriver à se construire, à la fois dans une personnalité, dans une identité, dans une sexuation et dans une vie. Donc une partie du travail consiste à nommer qui parle quand la personne parle, parce que c'est pas toujours nous qui parlons quand on s'exprime. Intéressant, autant dire que pour répondre à cette fameuse question, qui je suis, on est combien à l'intérieur? On est un paquet, parce que tu parlais, d'abord là, moi je suis en train de te parler uniquement des personnes de ta famille, mais tu as aussi les personnes de l'entourage de ta famille. Par exemple, si tes parents reçoivent quand tu es gamin des amis tous les week-ends, avec qui ça se passe bien, il y a forcément forcément des interactions qui vont avoir lieu. Si tu as une nounou ou pas, il y a forcément des choses qui vont se passer. Si ton père ou ta mère a une relation extra-conjugale et que c'est pas nommé, il va forcément se passer des choses aussi. Ça, c'est dans le cercle de l'enfant. Et puis après, il y a tout le contexte familial. La manière dont on va penser, par exemple, si c'est une femme d'origine européenne qui se marie avec un homme d'origine africaine ou asiatique, il y aura forcément, ou autre, il y aura forcément un regard de la société, on va dire française, en l'occurrence. En tout cas, il y aura forcément un regard, ou si c'est l'inverse aussi, si c'est une personne de couleur blanche qui se marie à une personne de couleur noire en Afrique, il y aura forcément un regard qui va créer un certain contexte, un certain climat que l'enfant va intégrer. Mais comment il y a vraiment plusieurs choses. Donc là, on est dans les fantômes, je t'interromps une fois de plus, exactement. On est dans les fantômes collectifs, là, par exemple. Tu vois. Alors, quand on parle de fantômes, quand on voit finalement qu'est-ce qui nous habite ou nous anime intérieurement, des parts qui ne sont pas nous, mais emprunts à des aïeux, à des non-dits, etc. Et de surcroît, en termes psychanalytiques, on parle de ces fameux fantômes. Puisque tu as abordé tout à l'heure le chamanisme et cet autre regard sur la réalité, ce qu'est l'être humain, est-ce qu'il pourrait aussi s'agir de fantômes existants? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des esprits, on sait on sait, au regard de certains travaux, de certains chercheurs, on fait plus que présumer le fait de leur existence. Sans compter que dans toutes les traditions, on parle de ces fameux esprits. Donc, si je dis ça, c'est est-ce qu'il serait possible, selon ton système de croyance ou autre, que les fameux fantômes psychanalytiques soient effectivement des entités qui ne seraient pas restées, qui seraient restées sur, on va dire, un certain plan terrestre, ne seraient pas partis ailleurs, dans la lumière ou autre, selon les croyances, et seraient restés attachés à un individu de la génération, de la descendance, et qui donnerait quelque part une sorte de mimétisme qu'il avait eu de son vivant, etc. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu verrais des liens? En psychanalyse transgénérationnelle, quand on parle de fantôme, on ne parle pas de Casper en version gentille ou en version méchante. On parle d'une structure de l'impensé généalogique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple d'une femme, par exemple, qui avait eu plusieurs enfants avant, ou même, et qui est morte en couche. C'est pas une personne qui va venir forcément hanter ses descendants. Mais ses descendants vont avoir à se construire dans le deuil. De quelle manière le deuil va-t-il être parlé? Comment le mari qui reste va-t-il parler de sa femme? Est-ce qu'il va faire le deuil de sa femme et de l'enfant qui est mort? Est-ce qu'il va se remarier? Si oui, quand? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il va le faire par amour ou est-ce qu'il va le faire pour qu'il y ait une autre femme qui s'occupe des enfants? Tout ça va créer un certain contexte, un certain climat, une certaine atmosphère qui va avoir des répercussions sur les enfants. Quand eux-mêmes vont être parents, si tout, c'est-à-dire tout du deuil, toute la tristesse, toute la perte, du chagrin, de la colère, peut-être de la culpabilité, a été exprimé, dans ces cas-là, les enfants vont pouvoir se retrouver dans un espace où, comme il y a eu des mots pour pouvoir dire ce qui n'était pas palpable physiquement, ils vont pouvoir se retrouver dans un espace où ils vont pouvoir retrouver leur propre liberté, c'est-à-dire ne pas se coller au deuil à faire de leur propre mère, et puis au deuil du père. Voilà.
quand ces mots-là ne sont pas dits, ce qui est souvent le cas. Alors, dans la génération précédente, le silence, c'était même la règle. On ne parle pas. Et puis, c'est normal qu'on ne parle pas, parce que personne ne parle. On a appris à parler d'une certaine manière que très récemment. Je dis à parler d'une certaine manière, parce qu'encore aujourd'hui, c'est difficile de dire certaines émotions, ou c'est vraiment d'aller chercher ce qu'on a à dire et de pouvoir le dire de manière claire, sereine, posée, sans agresser l'autre, sans lui transmettre de la culpabilité, sans être dans la manipulation. Faut déjà un peu s'accrocher aux branches et puis être un peu centré. Donc il y a beaucoup de mots en fait qui vont manquer de toute façon. Alors à l'époque de nos grands-parents, c'était flagrant parce qu'ils étaient même construits comme ça. Ça se dit pas. Garde-le pour toi. Ouais. On n'en parle pas. À notre époque, on nous dit bah si, il faut parler, mais on ne nous dit pas comment parler et ce qu'il faut dire. Et souvent en fait, on dit des choses assez banales, somme toute, pas toujours, qui ne nomment pas toujours ce qui est réellement. C'est-à-dire la manière dont on se ressent profondément et dont on ressent les choses profondément. Donc les transmissions continuent d'agir. Donc tu vois, quand tu parles de fantômes, moi ce dont j'entends que tu me parles aussi, c'est ce qu'on appelle dans certaines traditions les djinns, ou aux États-Unis les poltergeists, ou ainsi de suite. Bon, d'abord ils sont rarissimes, et en plus on ne les voit que si on a soi-même une vibration qui les appelle. C'est-à-dire que si ils ont quelque chose à nous apprendre de nos propres inconscients. Voilà. Pour pouvoir être un djinn ou un poltergeist, il faut avoir une énergie considérable. Et la plupart du temps, ils n'ont pas assez d'énergie. Donc ils vont avoir besoin de s'attacher soit à un lieu, soit à des personnes. Voilà. Mais c'est rarissime. C'est les portes qui claquent dans une maison hantée ou ce genre de choses. Voilà. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est des phénomènes, c'est épiphénoménal. Le fantôme, moi, dont je te parle par contre, dont tout le monde, absolument tout le monde, il n'y a personne qui y échappe, est sujet, c'est la manière dont, dans notre famille, des choses, des vécus, des blessures, des traumatismes, ou des choses qui n'ont pas été dites et qui ont été faites, ou des choses qui ont été faites et qui n'ont pas été dites, ont été transmises de génération en génération et sont venues s'inscrire dans les répétitions de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, en épigénétique, par exemple, on commence à voir que notre ADN, qui était au début, pensait-on, composé à 80% de junk DNA, de l'ADN poubelle, donc qui codait à rien ou pour de la ponctuation. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça code pour des trucs et que ça code entre autres pour de l'émotion, et notamment des émotions qui n'ont pas pu être exprimées. Donc une bonne partie de notre chemin de vie consiste à exprimer ce qui n'a pas été dit pour répondre à la fameuse question « qui suis-je ?» Parce que s'il y a une chose dont on peut à peu près être sûr, c'est qu'on sait ce qu'on n'est pas. C'est qu'on n'est pas ce que les autres ont voulu qu'on soit. On n'est pas ce que les autres nous ont transmis comme dette, et on n'est pas la blessure des autres. Et maintenant, pour pouvoir s'en séparer, il faut pouvoir l'identifier. Et pour pouvoir l'identifier, il faut pouvoir la reconnaître. Pour la reconnaître, tu as des outils. Alors en psychanalyse traditionnelle, classique, ça se fait avec le transfert. Et en psychanalyse transgénérationnelle, ça se fait avec le transfert et avec l'arbre généalogique. Parce que notre inconscient, en tout cas c'est ce qu'on... je te parlais des taoïstes ou des traditions chamaniques, pensent depuis la nuit des temps, c'est qu'on est réellement construit, notre inconscient est construit sur la structure de notre arbre généalogique. C'est la même chose. Tu as ton arbre généalogique sous le nez, tu as la structure de ton inconscient. J'aimerais revenir sur la manière dont se passe une séance, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout tout à l'heure. Donc tu ne parlais pas d'un dialogue, mais en tout cas la parole entre le thérapeute et le patient est là présente. Est-ce qu'elle se fait donc beaucoup plus qu'à travers le cliché que j'ai pu donner tout à l'heure? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le cliché, voilà, le cliché, c'est un cliché. Oui, enfin, j'ai l'impression important que tu puisses, toi, exprimer pour le coup, comment ça se passe au sein d'une séance. Oui, bien sûr, mais s'il y a des moments où ce que dit la personne me rend triste, je ne m'interdis pas de dire je me sens triste. Ou s'il y a des moments où j'ai envie de pleurer, je ne m'interdis pas de pleurer. Enfin, tu vois, je suis un être humain qui rencontre un autre être humain, parce que dans une cure, quelle qu'elle soit, c'est quand même deux personnes. Alors, là, en l'occurrence, moi, dans mon cabinet, c'est en face à face. C'est deux personnes en face à face. L'une qui vient chercher un accompagnement, l'autre qui propose un accompagnement avec des outils, avec une pratique, avec des outils théoriques, avec des outils pratiques, et puis avec une expérience. Et on regarde ce qu'il est possible de faire et jusqu'où on peut aller.
Lorsque tu abordes une séance, quelles sont les demandes généralement de ceux qui viennent pour la première? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui sont venues soit par bouche à oreille? Est-ce que ce sont des personnes, encore une fois dans les généralités, qui sont dépressives? Quelles sont celles qui souhaitent prendre conscience d'un schéma ou qui ont eu un début de conscience d'un schéma et disent tiens, je vais aller voir un psychanalyste transgénérationnel, mais je ne sais pas combien vous êtes sur la place publique en France. Moi, je ne savais pas que cette pratique existait, encore une fois. Donc, qu'est-ce qui amène quelqu'un à venir consulter? Voilà, bon, je fais une avalanche de questions pour t'exprimer finalement tout ce que cela peut Tu veux impliquer. savoir en gros quel est le caractère type des personnes qui viennent me consulter? Oui, d'une manière générale, c'est ça, parce qu'effectivement, qui ça intéresse d'aller faire une enquête sur son passé, sur ses descendants, ses aïeux, ceux qui ont pu exister sans pour autant que le patient les ait connus. Aujourd'hui, on peut peut-être connaître les grands-parents, voire les arrière-grands-parents, on les a peut-être connus pendant 5-6 ans et encore. Oui, souvent c'est pas le cas d'ailleurs. Mais voilà, après les oncles, la tante, les cousins, enfin bon, je ne sais pas s'il est facile ou pas de rester en contact avec eux, mais je ne sais pas, tout ça pour te dire que je ne sais pas quel est l'intérêt ou l'attrait pour les Français, d'une manière générale, d'aller fouiller vers le passé, vers les aïeux, vers toutes ces lignées que l'on connaît peut-être même plus ou moins, et de se lancer dans ce travail-là, parce que on part comme une sorte de détective dans cette histoire, et il faut y mettre de l'énergie. Donc, comment est-ce qu'on prend connaissance que une pratique comme la tienne existe? Je ne sais pas. Quoi que tu fasses, tu mets de l'énergie. Je veux dire, quand tu ailles faire tes courses, tu vas y mettre de l'énergie. Simplement, c'est pas tout à fait la même chose que de mettre de l'énergie dans le fait d'aller faire ses courses et que de mettre de l'énergie dans le fait de sortir de certains mécanismes de répétition. Comment les personnes rencontrent le transgénérationnel d'une manière générale ou la psychanalyse transgénérationnelle, j'en sais rien. Vraiment. Tu poses pas la question. Non, parce que c'est comment les personnes me rencontrent. J'en sais rien. La rencontre se fait. C'est-à-dire que parfois ça peut être à travers des lectures, ça peut être à travers des vidéos comme celle-ci, ça peut être des recherches dans Google ou dans les pages jaunes, ça peut être par le bouche à oreille, des fois c'est du bouche à oreille, du bouche à oreille, du bouche à oreille, ça peut être par hasard. Voilà. Il n'y a pas de... c'est une sorte de rencontre de choix, peut-être d'inconscient à inconscient. Quels sont les... Est-ce qu'on vient en te posant des questions? On peut, encore une fois, un de ces autres clichés, beaucoup moins maintenant présent, mais en tout cas qu'il l'a été pendant un bon moment en France, c'est je ne veux pas aller voir un psy, je ne suis pas fou. Oui. D'accord. Donc, il faut être un peu fou pour aller voir un psy. Mais on ne parle pas de la même folie. Ouais. Donc, voilà, il y a certaines habitudes dans les projections qui collent un peu à la peau. Et c'est aussi pour ça que je te pose cette question. Qu'est-ce que les gens connaissent de la psychanalyse transgénérationnelle quand ils viennent te voir? Est-ce qu'ils savent ce que ça implique? Non, et heureusement. Ah bon? Et oui, bien sûr. Quand tu vas chez ton boulanger, tu ne te demandes pas ce que ça implique que de faire une baguette. Tu ne te demandes pas comment le paysan a cultivé ses champs, comment le blé a poussé. Oui. Tu ne te demandes pas comment la farine est arrivée chez le boulanger. Oui. Mais il s'engueule avec sa femme le matin en faire ta baguette. Mais sauf que ça implique certaines choses. Quand quelqu'un vient te voir, tu vas lui demander de faire certains... par exemple, son arbre généalogique, si elle ne l'a pas fait, à moins que ce ne soit pas une obligation. Quand tu viens voir un psychanalyste transgénérationnel, faire ton arbre généalogique, c'est un peu un incontournable. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose de cet ordre-là? Tu veux dire comme incontournable? Ouais. Non. D'accord. Non. Et en plus, moi, c'est une invitation. Bonjour, je viens voir un psychanalyste transgénérationnel, mais je ne veux pas faire mon arbre généalogique. Bonjour, je vous achète, je voudrais du pain, s'il vous plaît. Oui, mais vous êtes dans une charcuterie. Mais je voudrais du pain quand même. Ok. Ça peut être possible. Okay. Est-ce que, là aussi, dans le genre d'enquête détective,
Est-ce qu'il y a, par exemple, si je viens te voir, je fais donc mon arbre généalogique. C'est un incontournable, tu l'auras compris, Ok. tu es obligé. Mais je veux imaginer qu'à un moment donné, je vais, lors de nos séances, je vais t'amener, par rapport à ce que tu vas mettre en lumière de mes propos, à aller poser peut-être des questions vers la mère, la grand-mère, le grand-père, tiens, le cousin, tonton Alain, ou que sais-je encore. Donc, il y a en même temps une enquête qui peut-être viserait à questionner son entourage, à soulever des lièvres, à dire tiens, donc tu te rappelles de lui, tu l'as connu, etc. Enfin bref, de parler de choses du passé, et comme tu le disais tout à l'heure, bah, des fois, le fait que ce soit des non-dits, c'est pas pour qu'ils soient mis en lumière. Donc on peut arriver un peu comme un fauteur de troubles. Alors je raconte ça comme si c'était une évidence, mais peut-être que tu ne demandes pas ça du tout. Pas du tout. Ok. Donc, Pardon. En fait, le mot enquête me paraît un peu péjoratif ou non, peut-être c'est pas une histoire d'enquêter, c'est une histoire de reconnaître. C'est-à-dire, c'est une histoire de regarder ce qui s'est joué, ce qui s'est vu. On a la chance en France qu'il y ait des archives qui sont très bien faites, avec énormément de renseignements. La première chose à faire, c'est d'aller chercher dans les archives. Et puis, il s'avère, ça se fait tout seul en fait, c'est un mécanisme qui est extrêmement naturel. Quand on tombe sur des trucs, il s'avère que les personnes qui sont autour de nous viennent nous poser des questions. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la personne qui fait son arbre généalogique qui va aller en quête de réponses. Et quelque chose qui est caché, c'est pas en disant coucou, c'est là que ça se passe, qu'on va dire tiens, c'est ça que tu veux. C'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, si on voit que si la personne qui a un secret voit qu'on enquête un peu trop et qu'on est proche, en général, elle va enfoncer le truc encore un peu plus profond. C'est une fois qu'en fait tu as déjà quasiment compris ce qui se passe, que là, quelque chose va pouvoir éclore. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, il y a de la personne qui est concernée qui va te le dire. Ça peut être un cousin ou un oncle ou même une autre branche de la famille, quelqu'un qui... Oui, bonjour, qui t'appelle. Oui, bonjour. J'ai trouvé vos coordonnées sur Copain d'avant. C'est un exemple parce que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Oui, alors, je suis un cousin du 3e degré par ton arrière-grand-père, et ainsi de suite. Oui, bah, je voulais te dire, en fait, dans la famille, enfin, peut-être qu'on te l'a déjà dit, mais il s'est passé ça. C'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que les inconscients dans une famille sont liés les uns avec les autres et qu'ils ne demandent qu'une seule chose en plus. Est-ce que les traumatismes ou est-ce que les choses qui n'ont pas été dites ressortent? Donc d'une manière ou d'une autre, ça sortira. Et la question c'est qui le fera et quand. On ne sait pas, mais ça sortira. Ouais. Et si ça ne sort pas en mots, ça sortira par le trauma physique. La maladie, l'accident, la rupture de vie, ou le changement de vie. Pas qu'on peut changer de vie, c'est une expression que j'ai jamais comprise, mais en tout cas qu'on peut passer à autre chose dans sa vie. Voilà, donc de toute façon, il y aura des choses qui vont faire que, ou une séparation, il y a des choses qui vont faire que dans ta vie, il y aura un truc qui ne va pas te plaire, qui ne va pas te paraître juste. Bah, dis-toi, à cet endroit-là, c'est souvent, très souvent, pour ne pas dire quasiment systématiquement, l'expression d'un fantôme transgénérationnel, c'est-à-dire de quelque chose qui ne s'est pas dit, d'une charge énergétique, psychique, émotionnelle, qui ne s'est pas dite dans les générations précédentes et que tu es en train d'acter pour pouvoir la comprendre, la conscientiser, la verbaliser et t'en séparer. C'est-à-dire la rendre à qui te l'a envoyé. D'accord. Et quand tu fais ça, en plus, tu lui fais un cadeau. Parce que quand tu rends une patate chaude à quelqu'un, quand quelqu'un a aimé une patate chaude, en fait, ce dont il s'est séparé, c'est une possibilité de se rencontrer et de se connaître. Donc quand tu lui rends, il faut lui dire je te le rends et fais-en bon usage, parce que là derrière, tu me l'as donné parce que ça ne te plaisait pas. Oui, mais moi je peux pas arriver à gérer ce machin, ça ne me concerne pas. Mais ça ne va rien me dire de qui je suis. Par contre, toi, oui. Alors récupère ton machin et puis fais-en bon usage. Et moi j'accompagne les personnes, aussi bien vivantes que décédées, dans le fait de pouvoir, pour les personnes vivantes, renvoyer la patate chaude à qui de droit, et dans les personnes décédées, intégrer la patate chaude. Quand tu parles d'une personne décédée, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'en fait on peut accompagner les vivants, mais on peut accompagner les morts aussi.
Alors on peut l'accompagner dans quelle mesure? Dans la mesure de leur propre choix et de leur libre arbitre. Parce que les morts ont leur propre choix et leur libre arbitre de la même manière que les vivants l'ont. Donc, est-ce que tu veux dire par là qu'à travers la psychanalyse transgénérationnelle, l'existence des esprits, des défunts sont une réalité, qu'on peut communiquer avec eux? Ouais, moi je ne parle pas d'esprit des défunts, je parlais de mémoire. D'accord. C'est-à-dire que quand je disais que l'enfant va aller copier dans la tête de ses parents, de ses grands-parents, arrière-grands-parents, et ce jusqu'à 7 générations en arrière, des fois même rarement, mais ça arrive à la 8e, des choses que adulte, enfin grande personne, va mimer, et qui correspondent quasiment au jour, au mois, et aux écarts de date près, aux mêmes circonstances, aux mêmes événements qu'un aïeux a pu vivre avant. Donc on peut aller soigner, alors non pas un esprit, parce que c'est pas un truc qui flotte dans l'hyperespace, hein. De temps en temps c'est ça, mais c'est vraiment rarissime qu'il y ait des personnes qui soient mal mortes ou que les vivants ont eu du mal à laisser partir et donc qui flottent autour de la Terre. C'est des images, quand je dis flotter autour de la Terre, c'est des images que je donne. Mais pour dire qu'ils ne sont pas tout à fait partis dans la lumière, en fait, ils sont encore un peu là. Donc effectivement, la psychanalyse transgénérationnelle propose des outils pour retrouver, alors on parle de clinique des ancêtres, dans ces cas-là, mais pour retrouver une manière de remettre du dialogue, de la parole, avec des parties de soi qu'on a laissées en stand-by. Quand je te parle de mémoire, c'est que l'enfant donc va copier dans la tête de ses aïeux des programmes, mais il les fait siens. Alors c'est pas tout à fait lui, mais quand tu retrouves un dialogue, une circulation de pensée, d'images, avec ce que tu as stocké là en toi, sans savoir que tu l'avais stocké, bizarrement tu peux commencer à t'en séparer. Oui, parce que tu parlais de dialogue avec les défunts, c'est pour ça que je... Oui, en fait, on peut considérer deux choses. On peut considérer que tu as la mémoire du défunt en toi. On l'a à travers notre ADN. Ton ADN, il sort de tes parents. Mais l'ADN de tes parents, il sort de leurs propres parents, et ainsi de suite. Donc en toi, tu as l'ADN de l'humanité, d'une certaine manière. Donc qui est passé par 2 branches. Voilà, donc on peut dire qu'on a la mémoire à cet endroit-là. Ça, c'est une chose. Et c'est une chose sur laquelle on peut travailler. Et puis on peut dire aussi que l'ancêtre continue. Enfin, en tout cas, le mort, avant qu'il devienne un ancêtre, pour moi, je considère qu'un mort devient un ancêtre quand il est dans la lumière. Sinon, avant, c'est un mort. Et aujourd'hui, on est une société qui fabrique beaucoup de morts et pas beaucoup d'ancêtres. Quand tu regardes en Asie, par exemple, dans toutes les maisons, il y a un hôtel pour les ancêtres. Et tous les matins, on leur donne à manger. Et on prie pour eux. Et on leur raconte des histoires. Et en Chine, tu as même des boutiques où tu as absolument tout ce que tu peux trouver du commun des mortels, mais en version papier. Des hamburgers, des villas, des billets d'avion, des billets tout court, des poupées gonflables, absolument ce que tu veux, que tu peux brûler pour envoyer ça aux ancêtres. Donc on voit bien qu'il y a un dialogue qui se fait dans certaines cultures, qui se faisait chez nous aussi. La Toussaint et le 1er novembre ne sont pas là tout à fait par hasard. Voilà, ça remonte à la nuit des temps. Les Celtes pratiquaient déjà des fêtes pour faire bien la séparation entre le monde des vivants et le monde des morts. Aujourd'hui, nous, dans notre culture, on a perdu ça. Et néanmoins, avec les outils de la psychanalyse transgénérationnelle, on peut retrouver ce dialogue-là, faire la séparation entre le monde des morts et le monde des vivants, pour permettre aux vivants de vivre, et aux morts de vivre aussi, mais vivre leur mort. Parce qu'on peut vivre sa vie, quand on est débarrassé justement des mémoires de nos morts, et les morts, quand ils sont plus raccrochés aux vivants, peuvent vivre leur vie de mort. Il y a un endroit, je suis en train de t'emmener sur une piste un peu particulière, qui est de dire, mais qu'est-ce qui se passe après la vie? Après la vie, on ne meurt pas, on vit ailleurs. De la même manière qu'avant la vie, où est-ce qu'on était? C'est des questions que les enfants posaient tout à l'heure en début de l'interview. On a commencé à les soulever, mais ça, c'est des questions que les enfants se posent. J'étais où avant d'être là? Je serai où après? Il faut que les parents puissent répondre. Alors, j'étais où avant d'être là? L'une des premières réponses, ça peut être dans notre cœur, dans notre désir, ou dans nos pensées, dans notre tête. Voilà. Après, ça permet à l'enfant, parce que l'enfant, lui, il sait qu'il a eu une vie avant, d'avoir une vie cellulaire, incarnée, moléculaire, physique. Il sait qu'il était déjà là avant. Quand les parents commencent à vouloir choisir ou penser à un prénom, c'est plutôt une fille, plutôt un garçon. Alors maintenant, on a les échographies, donc c'est un peu plus rapide, mais dans les premiers mois, on ne sait pas. Si c'était une fille, et puis là, voilà, là, il commence à fantasmer. L'enfant est déjà là d'une certaine manière. Dans certaines tribus, notamment africaines, je me souviens de cette histoire qui m'avait été racontée, on dit que la femme qui veut être enceinte, en fait, se met sous un baobab. Et elle attend que l'enfant vienne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne mange pas, elle prie et elle chante, jusqu'à ce que l'enfant vienne.
Et une fois que l'enfant est là, elle lui demande quel est ton prénom. Elle va voir son mari, elle dit l'enfant est là, il a ce prénom-là. Ils font l'amour et permettent à l'enfant de venir. Donc tu vois, c'est des manières totalement différentes de notre manière occidentale de concevoir la conception même. Nous, on pense plus ces machins-là, on ne sait plus faire. Avant, en Chine, on allait voir l'astrologue quand on voulait faire un enfant. Bonjour, bonjour. Vous êtes, je sais pas moi, tigre ascendant bois, vous êtes dragon ascendant feu, ça peut très bien aller ensemble. Bonjour, je voudrais venir à cette personne-là. Ah non, si l'astrologue disait non, c'était fini. Et puis ensuite, il disait, quelles sont les meilleures périodes pour avoir un enfant qui corresponde à votre système familial et à votre ciel. Donc on donnait aussi la possibilité au couple d'avoir un enfant qui lui corresponde. Aujourd'hui, on fait des enfants sans trop penser à toutes ces choses-là et aux conséquences que l'arrivée d'un enfant dans un couple, dans une famille. Est-ce que c'est important justement de ces considérations, puisque tu as donné certains exemples? Est-ce qu'on part sur des principes de croyance? L'astrologie, on y croit pas. Voilà, on n'est pas dans un système de croyance. Tu peux pas croire à la lune et au soleil. Là, il y a un moment, tu as la lune sous le nez, tu as le soleil sous le nez. Oui, mais la conjonction des astres, l'astrologie, même si tout le monde lit l'astrologie, combien sont ceux qui le prennent en considération pour considérer que c'est un art? C'est autre chose. On peut porter différents regards. Donc, si tu me parles de l'astrologie tibétaine ou chinoise ou hindoue, qui sont vraiment bien spécifiques, qui remontent à la nuit des temps et qui ont à un moment donné vraiment déterminé effectivement la vie, la mort, les guerres, les moissons, bref, tout tournait autour de ça et je suis d'accord. Et pour ces civilisations-là de l'époque, c'était une réalité tangible, c'était pas une croyance. Oui, mais nous, on l'a encore. Donc, c'est pour ça que je te posais si tu vas aujourd'hui à New York, à la bourse de New York, tu as des portefeuilles d'actions dont le principe est basé sur des connaissances astrologiques. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, pardon, mais je dis que de temps en temps ça arrive. C'est-à-dire que voilà, tu as des financiers qui ont a priori la tête sur les épaules, en tout cas qui ont une tête bien faite. Je ne te dis pas que les conséquences de ce qu'ils font ce soit terriblement pensé, que ce soit bon pour le collectif. C'est pas ça que je suis en train de te dire. En tout cas, a priori, ça va additionner 1 et 1, ils savent que ça fait 2. Voilà, et c'est des gens qui sont formatés dans un certain cadre et qui vont quand même créer des portefeuilles en fonction de la météo, en fonction de la place des astres dans le ciel et ainsi de suite. Donc on a toujours une tradition comme ça. François Mitterrand était un féru de l'astrologie. Il allait consulter régulièrement les astres. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, ils l'ont quasiment tous fait. Et à ma connaissance, ils le font tous. Voilà, donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de système de croyance en fait, c'est plutôt un système de connaissance. Quand on ne connaît pas, on croit. Mais en fait, le but du jeu, pour moi, on peut croire, et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais connaître, ça me semble un peu plus intéressant comme démarche. C'est l'expérience. Oui, ça fait partie de l'expérience, et puis ça fait partie d'un chemin de vie. C'est-à-dire que tu peux, tant que Bouddha disait ça, ne croyez que ce que vous avez expérimenté, c'est-à-dire connu. Alors, tu as abordé le chamanisme, et j'aimerais saisir dans quels sont les différents ponts que l'on peut faire, qu'il y aurait à faire, entre la psychanalyse transgénérationnelle et justement cette partie-là. En quoi pour toi justement elle a nourri tes réponses ou tes questionnements sur les fondamentaux de la vie, sur pourquoi on est là, pourquoi tu es là, en quoi il a été intéressant pour toi de fouiller un petit peu plus cette voie-là. Est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as pu faire des ponts entre ces deux pratiques qui, encore une fois, tout dépend du regard qu'on y porte, mais pourraient paraître antagonistes, sur quel lien on peut faire par rapport à ça. Donc, est-ce que ça t'a nourri? Est-ce que ça t'a ouvert des portes de compréhension? Est-ce que ça t'a permis, toi aussi, peut-être, puisque tu parlais de Freud, qui a révolutionné dans une certaine mesure, ou Jung, ou tant d'autres comme ça, peut-être Didier Dumas, ou Françoise Dolto, tu vois, de ces personnes qui, finalement, à travers leur ouverture, ont réussi à faire des ponts à travers peut-être des domaines, des pratiques qui n'avaient pas, au moment où ils l'ont vu, perçu, de lien, de correspondance, et a permis d'aborder les choses sous un autre angle et nous a fait progresser. Donc c'est pour ça que je te pose la question par rapport au chamanisme.
ou au tantrisme taoïste dont tu parlais tout à l'heure. Ah, c'est deux choses différentes. Oui, oui, on est bien Le d'accord. tantrisme et la sexualité alchimique taoïste, c'est pas tout à fait les mêmes Oui, pratiques. ok. Alors, en tout cas, qu'importe les différentes traditions, cultures ou autres, mais est-ce que, encore maintenant, c'est quelque chose qui te nourrit dans ton travail de psychanalyste transgénérationnel? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. En Et tout oui, cas, c'est j'entends toujours que c'est pareil. une question à tiroir, donc Ouais. je vais essayer de te répondre le plus précisément possible, notamment sur la question des ponts entre la psychanalyse transgénérationnelle et le chamanisme. Alors, moi, je vais plutôt te parler de tradition que de chamanisme, parce qu'en fait, si tu demandes aux chamans souvent s'ils sont chamans, ils vont te dire non, parce que c'est quelque chose qui pour eux n'a pas d'existence en tant que tel. Ils vont parler d'homme médecine s'ils font la traduction, voilà. Et puis après, sinon, il y a d'autres traductions encore. Bon, la manière dont ces gens-là travaillent, ils travaillent sur deux aspects principaux, la sexualité et la mort. Ça tombe bien parce qu'en psychanalyse classique ou en psychanalyse transgénérationnelle, les deux choses qui vont revenir sans arrêt sur le tapis, qui vont sans arrêt être en question, c'est la sexualité et la mort. Donc en psychanalyse transgénérationnelle, et quand on fait son arbre généalogique et qu'on soigne nos ancêtres, on travaille sur notre lien à la mort et la manière dont dans notre famille, dans notre société, à travers les fantômes collectifs, sociaux, on va pouvoir intégrer et penser la mort. Alors pour intégrer et penser la mort, tu parlais de croyances. En fait, moi je ne sais pas si on a besoin d'un système de croyances. On a juste besoin de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent pour soi. Et à partir du moment où ces choses-là fonctionnent pour soi, on peut en faire un système de croyances, mais ça devient surtout un système de connaissances. Plus de croyances. Quand tu as expérimenté que les choses fonctionnaient pour toi, la croyance disparaît, ça devient de la connaissance. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne la sexualité, souvent tu t'aperçois en fait que tu as des transmissions, pareil, familiales, sociales, qui vont te donner une certaine manière de penser la sexualité. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on le fait, ça on le fait pas, ça oui, mais pas comme ça non, mais pas maintenant. Voilà. Et ça crée des nœuds et des trucs invraisemblables. La sexualité, en tout cas de la manière dont on parle, les traditions que moi je connais un peu plus, je ne vais pas non plus dire ce qui n'est pas, mais des Sulakota qui sont pour eux, enfin, la sexualité en fait c'est un lieu de communication. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on va en faire un lieu technique, encore un lieu de reproduction. D'ailleurs, reproduction, qu'est-ce qu'on reproduit? Souvent on se reproduit soi, c'est écrit dans le mot. En français c'est le même mot, photocopieur. Voilà. Donc est-ce que c'est ça le but du jeu? Est-ce que c'est de faire des reproductions ou est-ce que c'est de mettre au monde de futurs adultes? C'est pas la même chose. Et en fait ce que ces traditions-là ancestrales enseignent, c'est beaucoup d'ouverture. C'est-à-dire ils ont des outils, ils ont des manières de penser, le monde, la cosmogonie, leur place dans l'univers, leur rôle, leur fonction, l'espace autour de toi, les plantes, les minéraux, les animaux, qui vont te mettre dans une situation de pensée, dans une ouverture à toi-même et à l'autre totalement différente de ce que propose notre monde occidental. Nous, on est élevés depuis notre plus tendre enfance en pensant qu'on est en haut de pyramide et que tout ce qui est en dessous est là pour nous servir. Eux, pas du tout, ils ne vont pas couper les moindres plantes sans penser aux conséquences que ça aura sur cette génération à venir. Alors, dans quelle mesure ça t'inspire dans ton travail? Parce que ça crée énormément d'ouverture, tu en parlais tout à l'heure, et puis je trouve qu'il y a une grande humilité. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on se permet, je vais te faire une comparaison au niveau mondial, mais d'être littéralement des prédateurs de notre environnement. Dans ces traditions-là, c'est juste impossible. Parce que pour eux, ils savent qu'on est le gardien de l'environnement qui nous entoure. Dans le cadre de la psychanalyse transgénérationnelle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un individu est le gardien aussi de ceux qui l'entourent. La manière dont l'individu va vivre avec lui-même va être dans la bienveillance vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Va être juste, va dire ce qu'il fait et faire ce qu'il dit. Et bien il va permettre aux autres qui sont autour de lui de s'ajuster aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un respect, là, on n'est plus dans un monde égoïste, on n'est plus dans le moi, ou on sort de la jalousie, on sort des quiproquos, on sort des manipulations, on sort des perversions. Tu vois, donc reconsidérer la place de l'humain dans son écosystème, dans son environnement, dans sa famille, dans son clan, c'est aussi très important pour nous ici en Occident pour pouvoir vivre les uns avec les autres et repenser tout ce qui nous entoure, repenser comment on interagit les uns avec les autres.
Il faudrait penser comment on rentre en communication avec l'autre. Puisqu'on a mentionné dans cette interview le fait de pouvoir mettre en lumière les parts inconscientes qui s'expriment, mettre en lumière, mettre en mots, le montrer, enfin bref, me vient forcément... oui, ça évite d'avoir à le vivre dans sa vie et que ça se passe mal, hein. C'est le but du jeu. Hein. En psychanalyse transgénérationnelle, on a une phrase simplissime pour exprimer ça, c'est que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que ce qui ne se dit pas va s'imprimer dans ton ADN. Hein. Tout à l'heure, je te parlais des progrès de l'épigénétique. Voilà, on est vraiment là-dedans. Donc, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qui s'imprime se répète. L'ADN, c'est une machine à répéter. Enfin, ça ne fait pas que ça, parce qu'on peut changer l'information pour éviter de la répéter, c'est d'ailleurs le but du jeu. Donc, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qui s'imprime se répète. Le but du jeu de la psychanalyse transgénérationnelle, c'est de sortir de ce schéma, qui est un mécanisme qui fonctionne positivement. Quand on te dit une phrase, quand on te dit quelque chose de super sympa, bah, tu vas l'imprimer de la même manière que si on te dit quelque chose de dégueulasse. Bon, bah, si on pense à toi de belle manière, tu vas l'imprimer de la même manière et tu vas le répéter, tu vas chercher à le répéter de la même manière que si on pense à toi de manière malveillante ou s'il y a des choses dont on ne te parle pas, que tu seras amené à répéter aussi. C'est le même mécanisme d'impression de ce qui ne se dit pas et de répétition. On est moins embêté quand ça se passe bien. Et c'est là le parallélisme où je voulais en venir, c'est avec justement la manière dont l'inconscient collectif humain, à l'heure actuelle, est de plus en plus mis en lumière sur ce qui était caché auparavant, et là est montré, est vu, est su, entendu, et de voir aussi les crises, ou la crise, tout dépend, parce que finalement on peut aussi... se dire qu'on est dans une crise économique, crise politique, crise sociétale, crise humaine, crise systémique, et que c'est vraiment un nouveau paradigme peut-être, et j'entends par paradigme un nouveau regard sur nous-mêmes et notre lien avec l'autre, ou les autres, ou la nature, qui est en train de se mettre en place. Ce que je peux peut-être noter, puisqu'on a parlé de sexualité et d'enfantement, que l'accouchement, eh bien, voilà, il y a des crispations qui se font, il y a des douleurs qui sont là, qui sont émergentes, et je le retranspose dans le cadre de ton cabinet. Est-ce que la mise en lumière de ces parts inconscientes qui étaient imprimées n'est pas trop douloureuse au moment où justement ça apparaît? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut être en amour avec soi quand on s'aperçoit que la fameuse patate chaude, la fameuse programmation a été imprimée par sa mère, son père ou son grand-père, enfin que sais-je, et de se dire à un moment donné, mais mon Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait du mal aux gens que j'aime, à mes enfants ou à mon compagnon, par faute, entre guillemets, de mon père, ma mère, et puis ça peut générer de la colère, voilà, c'est pour ça que je te fais part de ça. J'illustre avec mon imagination la chose pour te demander comment est-ce que ça se passe finalement. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut être en amour avec soi? Dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas trop en colère avec soi quand il y a tout ça qui émerge et qui est mis en conscience? Mais il faut que ça émerge, c'est indispensable. En gros, tu as deux solutions quand tu as un problème. La première solution, c'est de dire le problème n'existe pas. La deuxième solution, c'est de dire j'ai un problème. Quand tu dis j'ai un problème, tu te donnes la possibilité d'y répondre. Tu as déjà fait un grand chemin, sans t'en apercevoir. Et puis tu as des choses qui remontent. Alors tu parlais de culpabilité. Alors il ne s'agit pas de dire c'est de la faute à un. Le travail en psychanalyse transgénérationnelle, ça ne veut pas dire, c'est pas d'aller accuser qui que ce soit, parce que ces personnes-là, tu parlais de tes parents, mais ne sont même pas responsables elles-mêmes. Elles-mêmes ont été d'une patate. Consciente, bien sûr. Il faut trouver l'origine de la patate. Il y a forcément un endroit, il y a quelqu'un qui l'a balancé le premier. Et ça tombe bien, en général, c'est dans les 4, 5, 6 premières générations, maximum 7, c'est assez rare. En général, déjà à la 4e, on a quasiment l'ensemble du paysage sous les yeux. La 5e, un peu plus de manière épiphénoménale. Si on n'arrive à rien trouver à la 5e génération, puis ça ne veut pas dire dans toutes les branches, c'est peut-être juste dans une branche, et on remonte à la 6e. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, parce que là, on sera à côté de la plaque. Non seulement on ferait du mal à la personne dont on pense qu'elle serait responsable, et la deuxième chose, on se ferait du mal à soi. Et dans l'espace du cabinet, justement, c'est le lieu où tu peux nommer ce que tu ressens.
je me sens en colère contre un tel, je me sens triste parce que voilà, ça va pas, je me sens coupable de... Oui, voilà, on laisse, on accueille, on laisse les choses s'exprimer telles qu'elles sont, dans leur justesse, dans leur vérité, bien sûr, mais vous avez toutes les raisons du monde pour être en colère, pour vous sentir coupable, pour être dans cette tristesse-là, pour être dans le déni, pour être dans le regret, le chagrin, bien sûr, aucun problème. Alors, est-ce que le fait d'exprimer ça suffit pour que, quelque part, on puisse passer à autre chose? Eh bien, quand tu es au cœur du problème, tu es déjà au cœur de la réponse et tu ne le sais pas. C'est-à-dire que le seul endroit où tu peux commencer à effacer une blessure, effacer, c'est un mot que je donne. Libérer. En fait, apprendre à l'aimer. C'est bien dit. C'est d'aller en contact de cette blessure. Alors, tu n'y vas pas quand c'est des énormes blessures, tu n'y vas pas full face, parce que sinon, c'est comme un train qui remonte dans un mur. Enfin, c'est la mort du mur, c'est la mort du train. Non, tu y vas tranquillement, tu commences à avancer tout doucement. Ok, je vois la blessure, c'est bien. Et moi, j'accompagne la personne dans le fait de s'approcher de sa blessure, et puis à un moment d'être au cœur de sa blessure. Et quand elle est au cœur, d'ailleurs, souvent, elle ne s'en rend pas compte. Et là, que les choses commencent à être transformées. Tiens, il y a des amis qui s'en vont. Tiens, il y a des gens qui arrivent. Tiens, au boulot, ça change. Tiens, je me sens plus léger ou plus légère. Tiens, tu vois. Puis un beau jour, c'est fini. Comment ça s'est passé exactement? Mystère. Vraiment mystère. À un endroit, Didier Dumas parlait des anges et des fantômes dans l'un de ses premiers livres. Voilà, qu'est-ce qui guérit exactement? On ne sait pas. Mais par contre, on sait qu'on a besoin de la douleur pour nous montrer les endroits où on a besoin d'aller pour pouvoir guérir, répondre à la question qui suis-je ou se libérer. Ça consiste uniquement à aller chercher, selon moi, les endroits où on est blessé, les endroits où on n'a pas été accueilli, les endroits où on n'a pas été aimé, les endroits où on n'a pas su accueillir, les endroits où on n'a pas su aimer. Donc tu nous dis que dès le moment où on est dans cet accueil de la colère, de cette culpabilité, quelque part elle ne reste pas. Ah non. Il faut vivre nos émotions. Il faut les vivre, les accueillir. Il s'agit de ne pas s'y attacher. C'est-à-dire que tu es en colère, eh ben, gueule. Tu es triste, pleure. Regarde un enfant comment il fait. C'est pas compliqué, hein. Il vit son émotion, hop, ça sort. Terminé. Voilà. Il faudra arriver à retrouver ça. Plutôt que de dire, oh non, tu vois, être dans le ressentiment, ou la culpabilité, ou des fois l'aigreur. Non, moi je peux pas lui dire que franchement cette personne m'énerve, c'est pas possible. En tant que grande personne, j'ai pas le droit, ça se fait pas. Bah, si, bien sûr. Ça se fait, faut le dire. Puisque tu fais l'analyse des rêves, je veux bien croire que tu demandes justement aux personnes, dans le cadre de leur processus thérapeutique, de noter leurs rêves et qu'ils puissent t'en faire part si... Il m'arrive de le demander, mais c'est pas systématique. Ah d'accord. Non, il y a des personnes pour qui c'est juste qui ne rêvent pas, tout simplement. Enfin, en tout cas, ou qui rêvent, mais qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Voilà. Et puis il y a des personnes, au contraire, avec qui je travaille beaucoup sur l'interprétation des rêves. Mais c'est pas moi qui interprète. C'est moi qui donne la possibilité, à travers le cadre du cabinet, de donner à la personne l'espace pour lui permettre de nommer, de faire ressortir ce qui s'est dit et ressenti dans un rêve. Et vous, là, cette situation-là, elle vous fait penser à quoi? Vous seriez quel personnage? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre rêve? Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Tu vois, à mener petit à petit l'autre à accoucher de lui-même, à naître à lui-même à chaque fois. Alors, moi, c'est l'espace que je propose. Après, il y a des schémas classiques de rêve. Ah, bah là, ça, c'est un rêve de transfert. Ah, bah là, ça, c'est un rêve oedipien. Bah là, écoutez, je pense que la personne que vous avez vue sous l'image de, je sais pas quoi, moi, un cousin, c'est pas de votre mère. Voilà. Et tu as aussi une autre pratique, une autre technique, s'il en est, pour aussi accompagner les personnes. Alors, je sais pas si... je ne sais plus. Tu penses à la communication facilitée? Voilà, c'est sur ton site, hein, on ouais. le voit. Est-ce que tu peux expliquer aux internautes en quoi elle consiste? Oui, c'est un outil de communication. Alors, on l'appelle...
porte différents Communication, elle porte différents noms, mais c'est le même outil. Après, c'est des questions de chapelle. On l'appelle psychophonie aussi de temps en temps, ou communication facilitée. Moi, je dis communication facilitée. C'est un outil de communication qui permet à l'inconscient de l'autre de s'exprimer à travers mon conscient à moi. Basiquement, on se met côte à côte. Je demande à la personne de mettre sa main sur mon avant-bras pour maintenir un contact à la terre, pour éviter aussi de trop me fatiguer. C'est un peu égoïste, mais parce que ça fonctionne très bien à distance. Il m'arrive encore d'avoir des consultations à distance, des fois avec des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et ça passe quand même, c'est juste que c'est plus fatigant pour moi. Donc là, je demande ce contact physique. Et ensuite, c'est un jeu entre mon corps énergétique et mon corps physique. C'est-à-dire que je vais déplacer mon corps énergétique pour permettre au corps énergétique de l'autre de venir un peu dans le mien et commencer à me raconter des choses. Et que me dit la personne? Elle me dit ce dont elle a besoin, ou ce dont elle a besoin d'entendre pour elle-même au moment où ça s'exprime et en fonction de la question qu'elle pose. Parce que je ne laisse pas les choses s'exprimer comme ça dans le vide. Bonjour, aujourd'hui, comment je vais? C'est des questions que de temps en temps les personnes posent, et en général il y a une réponse qui est même très précise, mais je préfère utiliser la communication facilitée dans le cadre de la clinique des ancêtres dont je te parlais tout à l'heure, et du travail sur son arbre généalogique, notamment pour aller regarder quelles sont les mémoires des ancêtres en nous. Ça, c'est un outil qui fonctionne très bien. Combien de temps ça peut prendre? Alors, je sais que c'est une question qui ne veut rien dire en même temps, mais je te la pose parce que je pense que c'est aussi une des nombreuses questions qui t'est posée quand on vient dans ton cabinet. Alors, j'en ai pour combien de temps? C'est variable, ça dépend, ça dépasse. Didier Dumas, lui, par exemple, a fait son travail en 40 ans. Et même à la fin de sa vie, il considérait ne pas avoir fini. Et il considérait que ça ne s'arrêtait jamais. Et puis, les personnes qu'il a formées, dont je fais partie, ont fait une grande partie du taf en 15 ans. Et il disait, je suis surpris comme ça va de plus en plus vite. Et aujourd'hui, ça veut dire que les personnes que j'accompagne le font en quelques années. Alors, ça ne veut pas dire que je suis meilleur, que Didier Dumas, ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est que, visiblement, le temps de l'intégration a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. Maintenant, combien de temps il faut, j'en sais rien. Voilà, je ne peux pas te dire. Il y a des personnes qui me consultent. En quelques séances, on a fait le tour de la question avec laquelle elles étaient venues, et parfois ça leur suffit et c'est tout. Et puis il y en a d'autres pour qui ça dure plus longtemps. Pardon, mais ça peut durer quelques années. Mais c'est pas parce que ça dure quelques années que c'est moins bien, parce que ça c'est notre mental qui nous fait dire que plus c'est long, moins c'est bon. Que c'est moins bien que les personnes qui ont fait quelques séances, c'est que c'est pas les mêmes questions, c'est pas la même personne, c'est pas la même histoire, c'est pas la même manière de l'intégrer, c'est pas la même manière de vivre avec, parce que le but du jeu, c'est que tout ce que la personne élabore, dans son arbre généalogique, et à travers son arbre généalogique, sa psychanalyse transgénérationnelle, c'est que véritablement sa vie soit amenée à être modifiée. C'est-à-dire que comment la personne va avoir les outils pour modifier sa vie. Et ça prend un certain temps. Parfois, ça peut être très rapide. Il y a une personne un jour qui est venue me consulter. Bonjour, je m'entends avec mon patron, c'est insupportable. Bon, mais il a dû se passer ça dans votre enfance. En tout cas, c'est ce à quoi on était arrivé comme conclusion, un petit rapport à la mère qui était mal goupillée. La semaine suivante, le truc c'était, on en avait parlé en séance. Je me souviens plus s'il y avait un ou deux rêves par rapport à ça. La semaine suivante, son patron lui demande de passer au service compta et il est licencié. Je suis licencié. Comme ça, j'ai plus de problème, me dit-il. Attendez. Voilà. Et puis sa femme décide de l'emmener en vacances du côté de Nice. Et à Nice, il retrouve un ancien camarade qui dit: qu'est-ce que tu deviens maintenant? Écoute, j'ai passé 10 ans dans cette boîte à telle fonction et là je suis licencié. Sa femme rêvait de s'installer à Nice et son pote lui dit: écoute, dans la boîte dans laquelle je bosse actuellement, on cherche exactement le type de profil qui est le tien. Est-ce que tu veux pas passer l'entretien? Il passe l'entretien, une semaine plus tard il est embauché. Voilà, et il déménage à Nice, en couple. Donc, quand il y a des choses qui se passent comme ça dans la vie, là c'était extrêmement rapide. Et de temps en temps, il m'arrive d'assister, d'observer des cas de transformation comme ça, assez spectaculaires. Et d'autres fois, c'est plus long, ça dépend vraiment de chacun. Oui, ça dépend peut-être du désir à quel point le fruit est mûr ou pas, peut-être. Fondamentalement, je ne sais pas te répondre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça va être
ça va être le bon moment, que les choses vont être rapides. Je pense pas que ça dépend des résistances justement inconscientes, parce que les fameux traumas dont on parle, les fameuses impressions, etc., elles sont là pour nous protéger. C'est-à-dire qu'on en revient à l'enfant qui n'a pas le choix, il a les parents qu'il a et il est en mode survie. Il faut qu'il joue ce fameux caméléon parce qu'il n'a pas le choix, c'est ça ou mourir. Donc dans quelle mesure est-ce que lorsqu'on grandit, qu'on a à un moment donné, je ne sais pas, c'est un exemple peut-être, j'allais dire simple. Dans quelle mesure, je le répète souvent celui-là, quand on est enfant, on a des jouets, etc. La transition avec l'adolescence, comment ça se passe pour lâcher ses jouets? Est-ce que je vais le faire vite? Est-ce que je le fais étaler? Est-ce que c'est un trauma pour moi que de me séparer de mes jouets alors que j'ai mes petits copains, ils en sont séparés depuis longtemps? Voilà. Dans quel... avec quelle notion de temps j'accueille le changement? Est-ce que je suis prêt à l'accueillir maintenant? Parce que pour moi, c'est pas important, ça. Alors que pour d'autres choses, par contre, ça m'est difficile. Donc, c'est en rapport avec nos résistances et avec ce que l'on considère, tu parlais d'attachement important ou non. J'ai été surpris quand tu me faisais part de cette dernière information où cet homme, le lendemain, ou la séance d'après, te dit voilà, je me suis fait licencier, ça tombe bien, au moins, j'ai plus de problème. Bon, il était prêt, parce qu'il y en a certains, licenciements, c'est « Oh mon Dieu, catastrophe !» Voilà. Donc je reformule la question sous cet angle, en m'étirant à chaque fois. Mais, mais ça dépend vraiment des gens. Et puis regarde le nombre de personnes qui ne lâchent pas leurs jouets. Parce que tu deviens une grande personne que tu lâches tes jouets changent. Ça devient un voilier, ça devient une voiture, un téléphone portable, un ordinateur, un scooter, une maison, une femme, ce que tu veux, mais les jouets changent. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui fait que quelqu'un dans sa vie va connaître des changements, des modifications? Fondamentalement, je ne sais pas. Je le constate. Est-ce qu'on peut savoir? Tu parlais d'esprit tout à l'heure, mais moi je t'en parle non pas au sens de fantôme, mais au sens de conscience, peut-être conscience universelle. Qu'est-ce qui fait que quelque chose va rentrer en résonance et voir que des modifications importantes peuvent avoir lieu dans ta vie? J'ai l'impression qu'il y a aussi une question de personnalité. Il y a des gens qui vont avoir des évolutions comme ça en escalier, il y en a d'autres qui vont avoir des évolutions exponentielles, il y en a d'autres qui vont avoir des évolutions logarithmiques, il y en a d'autres ça va être comme ça. Tout est possible, mais maintenant, quand une personne vient savoir quelle sera son évolution, je n'en sais strictement rien. Donc tu peux jamais répondre à la question combien de temps ça va durer? Jamais. Le temps que ça prend. Ce qui est une réponse un peu pénible, mais en même temps, c'est un peu faire son travail personnel, c'est une histoire de vie. Tu parlais de Didier Dumas, et j'entends très bien. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est entre quelqu'un qui vient de voir en ayant le désir conscient, voilà, là je me suis aperçu que j'étais dans un schéma répétitif, un exemple, par rapport à telle chose. Et puis, il va, la fois d'après, arriver en retard, ou des empêchements, voilà, de mettre en avant, en perspective, que l'inconscient, lui, consciemment, il a peut-être envie d'avancer, de guérir, d'aller mieux, de se défaire de son schéma, mais inconsciemment, tout est mis en place pour qu'il ne se délivre pas de la chose, en tout cas avec une échéance de temps un peu plus longue. Donc c'est dans ce sens-là aussi que je posais la question, entre ce conflit interne qu'il y a à vouloir aller bien, et puis une autre part de nous-mêmes qui dit non, c'est pas le moment, c'est très bien avec ton connu, là, change pas. Nos parts de nous-mêmes veulent notre meilleur être. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui demande à ce que nos mémoires restées dans l'ombre ressortent. Et le demande. C'est quasiment vital. D'ailleurs, c'est vital. Mais pas vital au sens de vivre, au sens de vivre, mais comme un vivant, non pas comme un mort vivant. Mais de vivre libre. Et on a tout le temps qu'on veut pour ça. C'est-à-dire que dans notre société, on est habitué à vouloir faire en sorte que les choses aillent vite. À notre inconscient, le temps, ça n'existe pas pour lui. Première base. Ensuite, il va falloir que les choses soient bien. Pour lui, les choses bien, ça n'existe pas. Ni le mal, ça n'existe pas non plus. Il y a les choses justes,
c'est-à-dire les choses justes, c'est la manière dont on va être capable de nommer avec précision ce qui a été vécu. Pour lui, c'est ça qui est juste. Voilà. Et à partir du moment où tu fais ça, ça prend le temps nécessaire. C'est-à-dire, c'est aussi le temps dont tu as besoin pour intégrer. Il y a des choses que tu vas intégrer très rapidement, et puis il y a des choses que tu vas intégrer avec beaucoup plus de temps. Et ces choses-là vont arriver quand il est temps. Mais maintenant, qui dit qu'il est temps? L'inconscient, apparemment. Moi, je pense que c'est le cas. Que c'est cette part de nous, en nous, qui sait quand nous, on ne sait pas. Voilà. Ce à quoi l'enfant a accès naturellement dès son plus jeune âge. Donc, à travers tes propos et par rapport aux exemples que j'ai cités pour aborder la question, tu es en train de nous dire que, en fait, c'est pas tant la partie consciente de la personne qui va faire que elle pourra se délivrer, ou en tout cas, j'utilise le mot délivrer à dessein. Ouais, t'as regardé la Reine des Glaces, en fait. Non, non, je l'ai Libéré, délivré, je sais pas quoi, là. Mais c'est pas tant, finalement, le bon vouloir de la personne qui fera qu'elle pourra résoudre sa problématique rapidement ou non. C'est en fonction de cette part-là qui est juste et qui veut son bien-être. C'est sa capacité à rentrer dans ses blessures. La volonté peut être servir de direction, de guide, de dire c'est par là que je veux aller. Mais la volonté, si elle donne la direction, elle ne va pas donner le rythme. C'est-à-dire que la volonté, c'est comme les rails pour le train. Mais c'est pas parce qu'il y a les rails qu'on sait à quelle vitesse le train va aller dessus. Ben là, c'est exactement la même chose. Tu peux être volontaire, mais il faut se méfier d'abord de quelle volonté, pourquoi, dans quel objectif. Enfin, tout ça, voilà, c'est juste la manière dont la personne va être capable et en mesure de rentrer dans ses blessures. Et mon travail consiste à l'accompagner et à l'accueillir et à la soutenir dans l'expérimentation de ces blessures-là pour pouvoir les nommer, les vivre et s'en détacher, en fait, apprendre à les aimer et les reconnaître. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Cédric, qu'est-ce qui, j'allais dire, t'émeut encore aujourd'hui dans ton travail, de ce que tu découvres, que tu ne connaissais pas encore hier? L'autre, toujours. Toujours. Ce qui m'émeut, c'est l'autre. C'est sa différence, c'est la manière dont les uns et les autres on cherche à faire avec, sans, nos vides, nos pleins, nos troubles, nos manques, nos attentes, nos désillusions, nos amours, nos frustrations. Comment on arrive à retrouver le chemin du sens de tout ce que cela signifie, parce que des fois c'est juste un imbroglio, tout est mélangé, tout est pêle-mêle, et une partie du travail consiste à remettre les choses à leur place. Et comment, à chaque fois qu'une chose est mise à sa place, un sourire s'installe. Ou quand quelqu'un a une compréhension, pour dire une illumination, dans un autre, mais une compréhension vraiment fine, instinctive, sensible, et que tu vois un œil qui pétille, que tu vois qu'il y a quelque chose de l'être qui est en train d'arriver, qui est en train d'émerger, qui est en train de percer, ça c'est super. Ou la séance de la fin, parmi les séances de fin, ouais, quand la personne se sent vraiment à sa place, ouverte, déployée, et tout est super. C'est un petit bonheur du métier. Ouais. Un grand merci. Du métier, ouais. Un grand merci pour avoir répondu à cette interview. Merci. Je rappelle aux internautes le site internet de Cédric Aupetit, unpsychiparle.org, unpsychiparle tout attaché.org. On rappellera aussi le numéro de téléphone que voici, le 06 30 33 45 96. Je répète, le 06 30 33 45 96. En vous disant à une prochaine fois et profitez bien, prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir Cédric. Au revoir.